Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag. Aujourd'hui, nous abordons un thème brûlant trop souvent esquivé, la France face à ses tabous, immigration, identité et manipulation médiatique. Un sujet où se heurtent réalité démographique, fracture culturelle, silence médiatique et manipulation du débat public. Pour en parler avec lucidité, courage et esprit critique, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qu'on a déjà reçu et qui ne mâche pas ses mots et ne se soumet à aucun dogme psychodélique, apostat de la zététique, défenseur intransigeant de l'esprit critique et l'une des voix indépendantes les plus acérées du paysage francophone. Nous allons explorer ensemble, sans langue de bois, les questions qui dérangent et qui comptent. Eh bien, merci Psychodélique d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, je vois que ça vous a fait sourire, mais c'est comme ça que vous vous présentez, comme apostat de la zététique et défenseur de l'esprit critique. Qu'est-ce qui vous a amené à rompre avec certains milieux sceptiques ou rationalistes, et comment définissez-vous votre journalisme indépendant aujourd'hui? Pour répondre à en fait, c'est plus une crotte de nez, c'était de me dire, apostat de la zététique, parce que c'était un milieu que je fréquentais pas mal et il y a eu une, politisation, en fait, du milieu, exactement comme les mouvements woke dans les universités qui ont politisé, les milieux Mhm. et du coup, ils ont utilisé la zététique pour faire passer des idéologies, un peu gauchisantes, woke et qui étaient totalement en décalage total Décalage. avec, ce qu'était la zététique première et l'esprit critique premier. Donc c'est pour ça aussi je les avais pas mal critiqués là-dessus. Il y a eu une petite passe d'armes. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais apostasier de la zététique un peu pour faire une référence aux apostats de Hmm. l'islam, qui sont aussi beaucoup, beaucoup de mal à avoir apostasié de leur religion et ils Bien subissent sûr. encore les courroux et les dangers que peut apporter l'islam. Alors évidemment, au niveau de la zététique, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus soft. Ça Ouais, n'a rien à ouais, voir ouais, avec. ouais. Mais c'est assez rigolo comme Ah, c'est pour ça que je l'ai parallèle. repris. Ouais, ouais, c'est pour ça que je l'ai repris, ça me fait rire. Avec les tensions autour de Jean-Luc Mélenchon, tout Hein. ce qui est origine, rhétorique et les réactions à gauche après divers événements, que pensez-vous de l'état actuel psychodélique de l'opposition et du débat public en France? Ça n'a, moi, à titre personnel, je trouve que ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'avoir une gigantesque cour d'école où il y a aucun programme de fond, il y a aucune solution, il y a que des gens qui lancent des one-liners, des punchlines, des phrases qui vont créer des polémiques, mais au final, le fond, il y a strictement rien. Là, comme tu as cité Mélenchon, Mmh. Mélenchon récemment, dans la dernière vidéo que j'avais traitée, il parlait d'un coup de ses parents qui n'étaient Tout à pas fait. colons, c'est un pied noir. Ça sert à quoi de mentir là-dessus? C'est un fils de colon, il a 70 ans, je me dis, c'est horrible de mentir là-dessus. Ah, c'est surtout pas sérieux, oui. Et juste assumer son passé, assumer son truc, et juste par honneur à ses parents, ou j'en sais rien. Et aussi quand il dit moi, je n'ai jamais utilisé la question de la racialité ou de la couleur de peau, je fais non, mais au bout d'un moment, je me dis que forcément, il sait pertinemment qu'il l'a dit, et il sait pertinemment, c'est juste qu'il nous prend pour des cons finis. Et il sait que cette phrase va être reprise absolument partout, va être commentée, et plutôt que de parler vraiment du fond du problème ou ce genre de choses. Et c'est extrêmement, extrêmement agaçant. Et je sens que c'est une espèce de cocotte minute qui monte de plus en plus en termes de pression. Et pour Ça, c'est 2027, bien vrai. pour 2027, ça va être insupportable. Et là, Mélenchon, la gauche, sont en train de bien militariser les influenceurs, les streamers de gauche et ce Ah, genre de choses. quand vous dites insupportable, c'est-à-dire de façon générale au niveau des présidentielles, Ah oui, au niveau de ces... oui, ça va être ça, oui, c'est ça. Au niveau des présidentielles, quand je dis 2027, oui, c'est ça. C'est par rapport aux présidentielles, là, par D'accord. rapport au remplacement de Macron, ça va juste être Un cauchemar. un cauchemar. Parce que tout le monde va s'extrémiser, tout le monde va s'énerver de plus en plus. Il va y avoir une parole qui va être de plus en plus toxique. Et dans le brouhaha général, il y aura, moi j'estime qu'il y aura quasiment aucun discours de fond ou aucune véritable chose. Et au final, 2027, pour pré-shot un peu, je me dis, j'ai l'impression qu'on va forcément être perdant. Soit on va avoir l'extrême droite, ça va être un bordel. Soit on va avoir l'extrême gauche, ça va être un bordel. Soit on va avoir quelqu'un du centre, et ça va être un bordel en fait. J'ai très peu d'optimisme sur ce qui va arriver après 2027.
Et on voit régulièrement des faits divers aussi, hein, impliquant des violences, hein, dans les stades, les Mmh, foires ou les quartiers, comme l'agression récente d'un jeune footballeur. mmh. Selon vous, y a-t-il un pattern, comme on dit, culturel ou sociologique que les médias mainstream, refusent d'aborder? Totalement. Ça, c'est un truc, qui pareil, qui est exaspérant et prends je suis persuadé que ça participe malheureusement grandement à nourrir l'exaspération des gens et à nourrir les extrémismes. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, par exemple, on prend un fait divers, au hasard, il y a un coup Mmh. de couteau, il y a une personne qui est décédée d'un coup de couteau. Les journalistes, alors moi je les appelle les journalistes labellisés, Mmh. ironiquement, ils vont dire: «Oui, un Français a fait un coup de couteau, ici, il y a eu un mort». Je dis: «Mais pourquoi dire français?» Enfin, je veux dire, dites tout de suite, on le sait. Ouais. La Alors ça veut pas dire qu'il y a pas de Français qui donnent des coups de couteau, mais la culture du couteau, elle est pas vraiment, chrétienne, elle est pas vraiment, français de souche ou européen. Elle vient d'une autre culture, la culture du couteau ou d'arriver aussi facilement aux armes blanches. Et on le sait pertinemment, et que les journalistes passent leur temps à cacher les origines des gens, Mmh. je trouve que ça renforce le racisme à un niveau toxique parce que les gens se disent: «Voilà, on nous cache encore des trucs, alors qu'on sait, tout le monde sait, machin». Alors qu'ils diraient juste: «OK, il y a une personne de telle ethnie qui a poignardé machin, la justice va s'en occuper». Et après l'autre problème, c'est que la justice est complètement, démissionnaire et totalement laxiste sur ces choses-là. Récemment, là, en venant, justement pour l'émission, j'ai vu, un peu je sais plus c'était quelle, émission de journalisme. Il y avait, il y a eu une fusillade dans une cité là récemment, Tout à il y fait, avait ouais. avec de plusieurs morts et il y a un policier qui a témoigné de la ville et qui dit, c'est la plupart ce sont des étrangers illégaux qui sont là, Mmh. qui maintiennent le quartier, on les arrête 20 fois par semaine, ils sont relâchés et la justice ne fait rien, on sait plus quoi faire. Je pense que du coup, le gros problème, il est là, c'est entre cette justice ultra laxiste où tu as l'impression qu'ils ont tous les droits et on peut rien faire, et de l'autre côté, un citoyen qui va juste mettre un pas de côté et va se faire emmerder par la justice de manière catastrophique pour rien. Et je dis pas non plus d'aller jusqu'à des trucs comme Bukele ou ce genre de Ouais. choses, mais de serrer un peu plus la vis et que la justice, on se dise, voilà, il a fait une bêtise, la justice est là. Et ironiquement, tous ces ressortissants, dans leur propre pays, Heu, il y a une justice et il y a une C'est police ça, qui est là, quoi. c'est ça. Et c'est je ne sais pas. Je ne sais pas, pourquoi c'est comme ça et je me dis, le prochain président, il faut qu'il reboot totalement la justice, qu'on reparte de zéro, qu'on dégage tous les juges et la justice et qu'on reparte de zéro. Eh ben, il y a du boulot, Il y a hein. du boulot parce que moi j'en ai marre du commentaire: «Oui, mais on est dans un état de droit, tout le monde a le droit à une défense». Au bout d'un moment, faut arrêter avec ce discours aussi. Faut rendre la justice un peu plus humaine. Et France Travail, publie, des offres d'emploi, hein, Ah oui, psychodéliques pour imams, c'est hein, ça. ce qui a provoqué une polémique. Est-ce un symptôme d'une islamisation rampante des institutions ou simplement une maladresse administrative? Pour moi, c'est un mix des 2. On est dans une islamisation, délétère, un peu comme en Grande-Bretagne, comme en Belgique ou ce genre de choses où, il faut surtout pas critiquer ni repousser l'islam, sinon on est islamophobe directement et donc on laisse absolument tout rentrer entre les frères musulmans, les entrismes et tout ça. Au final, ils acceptent l'offre d'emploi parce qu'ils avaient peut-être peur de passer pour des islamophobes s'ils la Mmh. refusaient. Alors qu'une offre d'emploi pour un imam, dans un pays laïque, ça n'a aucun sens, c'est absolument pas compatible ni avec la République, ni avec les lois, ni avec, ce qu'on veut. Et je me dis que s'il y avait eu des offres d'emploi pour, je sais pas, des curés, Mmh. ça aurait fait un scandale, ça aurait fait les plateaux télé, vous vous rendez C'est ça compte, qui est la pas France normal. est laïque, c'est un peu le même débat, regardez, il y a des crèches dans des mairies, c'est scandaleux. Et là, on a des offres d'emploi pour des imams, ça n'a c'est J'aimerais bien, avoir votre, qu'est-ce que vous pourrez vous penseriez à quelle solution, par exemple? de quoi pour ça? Ouais, De quoi pour les imams? que vous pourriez proposer, concernant, bah, voilà, tout ça là qui provoque des polémiques, Bah, moi le truc, ah oui, oui, bah, pour moi, c'est qu'il y a eu trop de laisser-aller et c'est trop de laxisme. C'est-à-dire qu'on serre bien la vis au bout d'un moment, on bloque absolument, toute nouvelle entrée d'immigration, on dégage déjà tous ceux qui sont illégaux, mmh. on arrête tous les, comment dire? On arrête toutes les nouvelles constructions de mosquées un peu à gauche, à droite et toutes les subventions qui sont données, par la mairie parce que c'est facile aussi, ils louent
des emplacements de mosquées à 1 € symbolique ou ce genre de choses, c'est une catastrophe. Et du coup, il y a des mosquées de partout, il y a un islamisme de partout. On interdit définitivement le voile, aussi bien pour les grands que pour les petits. C'est pareil, on interdit les voiles pour les petites filles. La petite fille, elle va grandir au bout d'un moment, donc ça n'a aucun sens. Et on serre la vis beaucoup plus fort. On regarde comment ça avance. Est-ce que ça s'apaise? Est-ce que le climat s'apaise? Est-ce que les tensions s'apaisent? Est-ce que et après, on peut redesserrer la vis potentiellement. Mais au bout d'un moment, il faut serrer la vis. C'est comme moi, j'ai ma fille des fois qui fait des bêtises. Je la punis, elle va dans sa chambre. Au bout d'un moment, elle range sa chambre. Et là, en fait, on a des gens qui font une bordélisation absolue d'un pays entier. Et la moindre indignation, la moindre critique, c'est « Ah, t'es raciste, t'es facho, t'es transphobe, t'es islamophobe. » C'est insupportable. Et du coup... Maintenant, oui, on est facho dès qu'on dit un truc. C'est ça. J'avais rigolé avec un ami. Je dis, ouais, franchement, pour reprendre une phrase célèbre, c'est « Ouais, si t'as pas été accusé de facho à 50 ans, t'as raté ta vie. » Oui. Ça m'avait fait rire. Vous l'avez pas dit pendant un live, ça? Si, je l'ai sûrement dit pendant un live, ouais, ça m'avait fait rire aussi. Mais oui, non, mais c'est le truc, c'est qu'on ne peut plus rien dire sans être directement accusé, Incroyable. agressé, et c'est vraiment incroyable. Et on peut pas réparer quelque chose qui ne va pas si on ne peut pas dire ce qui ne va pas, si on peut pas mettre les yeux sur ce qui va pas. Psychodélique, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Psychodélique, Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il y a des millions de jeunes totalement français et totalement africains. Comment interprétez-vous ce type de discours dans le contexte de la cohésion sociale, nationale plutôt? Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que d'un coup, parce qu'on nous... J'allais être vulgaire, mais j'essaie de trouver d'autres mots. On nous enquiquine, on va dire ça comme ça. On nous enquiquine en disant non, il n'y a pas de trop d'étrangers, il y a beaucoup de tout ça. C'est une théorie du complot et tout le bazar. Et d'un coup, il dit il y a des millions. Du coup, ils sont des millions ou ils sont pas des millions? Ils existent pas. C'est du coup Mélenchon quand il dit grand remplacement et tout ça. Du coup, ok. Et au-delà de ça, là, parce que là, il est en train de faire sa tournée en Afrique. En Afrique. Il avait zéro fric pour les... Macron, ouais. Non, pas Mélenchon, Macron. Macron fait sa tournée en Afrique, il avait zéro argent là, quand il y a eu la crise des agriculteurs, il a réussi à mettre 300 millions de côté vite fait. Là, pour les essences, les prix de l'essence, il n'y a rien eu. Par contre, là, pour l'Afrique, 23 milliards ont été dégagés comme ça, en claquant des doigts. Et il appelle ça de l'investissement. Mais investir, c'est quand tu sais que tu vas avoir quelque chose en retour. Là, c'est 23 milliards de pertes, en fait. On n'aura jamais cet argent en retour. C'est hallucinant, cette gabegie d'argent, des milliards dépensés à gauche, à droite, alors qu'en fait, le pays est dans un désastre hallucinant avec une dette qui a plus de 3 000 milliards. Oui. Je ne sais même plus, en fait, ça n'a plus aucun sens. Et Macron, et du coup, de l'autre côté, Mélenchon qui dit non, la dette, elle n'existe pas, c'est faux. En fait, quand je regarde les extraits, je me dis, mais on est vraiment gouverné par des clowns et il y a personne qui a les pieds sur terre. Ils sont tous totalement déconnectés. Et ça fait peur quelque part. N'est-ce pas un jeu aussi? C'est sûr. Pour eux, oui, ils doivent vivre ça comme un jeu, quoi. Et pourtant, il n'y a rien de... ça ne devrait pas exister, ce genre de machin, quoi. On le voit de plus en plus et on est complètement dépassé de voir des... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'honnêtement, sans faire le rétro dans les années... est-ce qu'on voyait ça encore il y a quelques... excusez-moi, mais... Non, mais c'est ça. Non, mais oui, on peut revenir dans les années 90, de fin 90, début 2000. Il y avait des politiques où j'avais encore l'impression qu'ils étaient un peu les pieds sur terre ou accrochés un peu avec la réalité. Ou donnaient en tout cas l'impression. Là, plus du tout. Là, j'ai l'impression que c'est des streamers qui s'affrontent entre Clash et en dessous... mais bon, c'est un pays, quoi, qu'il y a derrière. Psychodélique, je voudrais revenir sur l'IA qui bouleverse les graphistes, les artistes et même votre propre métier de créateur de contenu. Vous avez réagi à l'impact sur l'emploi et la qualité.
Faut-il, réguler, s'adapter ou voir cela comme un progrès inévitable? C'est ça, c'est un progrès pour moi, l'IA, c'est un génératif, c'est un progrès inévitable, au même titre que la voiture a remplacé la charrue et les bœufs, au même titre que la télé a remplacé, la photographie ou les peintures, ou la photographie a remplacé les Le peintres ou ce genre de choses. ouais. C'est vraiment on ne pourra pas revenir en arrière et ça aide énormément de choses dans tellement de corps de métier, on se rend pas compte, en fait, dans le nombre de corps de métier qui sont bénéfiquement impactés par l'IA. Mmh. Alors oui, il y a des corps de métier qui sont très touchés, notamment, comme tu as dit, les graphistes, les dessinateurs et ce genre de choses. Mais c'était déjà auparavant, avant l'IA, c'était déjà un métier qui était totalement saturé où pour 10 000 graphistes, il y en a 3 ou 4 qui s'en sortent. Donc c'est pas l'IA qui va détruire ce métier. Par contre, l'IA, moi je suis très très content de la facilité et de la progression de l'IA en l'espace de même pas 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Pour moi, c'est vraiment, ça a poussé une créativité folle. Beaucoup de gens ne pouvaient pas faire de petits films, de petits courts-métrages, de musique ou même de dessin ou ce genre de choses, mais ils avaient des idées plein la tête. Avec l'IA, ils peuvent vraiment assouvir leurs idées. Mmh. Et au final, ce qui est bien, c'est qu'avant, il y en a, ils avaient des idées pas terribles, mais ils avaient de l'argent. Ils avaient Mmh. 100 000 balles, 200 000 balles. Et donc, ils te créaient un film du CNC ou un film à la française un peu Mmh. nul. Et maintenant, avec 10 fois moins de budget, 20 fois moins, 1000 fois moins de budget, on peut créer des petits courts-métrages et mettre son idée. Et ce qui est bien, c'est que pour moi, ça va niveler le niveau. C'est-à-dire que c'est plus la capacité à dépenser de l'argent pour avoir des gros moyens, pour avoir des bons effets ou ce genre de choses. Ça sera que l'idée qui restera. Est-ce que ton idée est bonne? Dans Ouais. ton histoire, est-ce qu'elle est bonne? Et c'est ça qui va plaire. Et du coup, il y a de plus en plus de monde qui ont accès à ça. Et c'est de plus en plus facile d'utilisation. Pour moi, c'est forcément, ça peut être que bénéfique, l'IA. Après, oui, comme je le dis, il y a des métiers qui vont se transformer, il y a des métiers qui vont se disparaître, mais il y a d'autres métiers qui vont être créés. Il faut mieux embrasser l'IA et comprendre ce qu'elle est capable de faire pour justement être force de proposition dans ces divers métiers, pour dire oui, moi je sais, on peut faire ça comme ça. Moi j'étais administrateur système réseau pendant 7-8 ans. Quand j'ai arrêté le métier, l'IA ChatGPT a commencé à arriver. Et j'ai Mmh. tout de suite senti le truc. Je fais, les gars, je disais à mes techniciens, les gars, ça, vous me le poncez à fond et vous l'utilisez au maximum. Vous regardez ce qu'il a dans le ventre. Et en fait, dès le début, on a pu augmenter notre productivité et notre efficacité grâce à ChatGPT dans le milieu de l'informatique. Il y a eu vraiment un avant et un après. Et psychodélique, je voudrais vous entendre aussi, quant au cas là qu'on entend des antivirus, hein, et le retour des discours, sur les masques. Craignez-vous un nouveau cycle de peur sanitaire orchestré et quelles leçons tirez-vous des années Covid? Les années Covid, pour moi, déjà, moi, j'ai une petite, ma grande, j'ai deux filles, hein, ma grande de 13 ans. J'ai senti, quand il y a eu la scolarité à la maison suite au confinement, j'ai Mmh. senti qu'il y a un manque parce elle a raté 6 mois ou 8 mois d'école où c'était à la maison. Et il y a Ouais, vraiment bah, presque une génération sacrifiée de ouais. cette période. Je peux témoigner aussi. Elle a des petites lacunes. On a fait au maximum, mais on n'est pas des professeurs Bah, non plus. évidemment. Donc elle a des petites lacunes sur 2-3 endroits. Maintenant, pour l'antivirus, j'ai l'impression qu'on vit. J'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Groland. Donc on a un bateau où il y a un virus. Bon, personne, nous en tant que citoyens, on ne sait pas trop ce que c'est. On nous dit antivirus, on pense tout de suite au Covid. Forcément, on est tous un peu traumatisés. On nous dit il y a 40% à peu près de mortalité, donc déjà ça va. Mais il n'est pas trop contagieux. Il y a 8 semaines d'incubation, entre 4 à 8 semaines C'est d'incubation. ça, plus lent que le Et, Covid. et qu'est-ce qu'on nous dit juste après? On les a rapatriés. Je dis, mais pourquoi on les a rapatriés? Ils ont pris l'avion. Et après, il dit, oh bon, il y a 40 cas contacts à gauche, à droite. Mais pourquoi on les a pas laissés sur le Encore un bateau? truc qui nous dépasse. On les laisse sur un bateau, on les met dans des capotes géantes, on les laisse pendant 8 semaines, on regarde ce qui se passe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le même discours que pour le Covid. Pour le Covid, je m'en souviens, on a découvert en Chine un virus, le Covid. Il y a des militaires français qui étaient sur place, il y en a un qui a contracté la maladie, on va le rapatrier. Mmh. Mais vous êtes des... je dis, c'est pas possible. Et il s'est passé quoi? 3 jours après, il y a eu un cas dans une base C'est ça. militaire de Covid. Justement, ils l'ont Ouais. rapatrié. Et là, ils ont rapatrié le truc. On est vraiment gouverné par des demeurés. Là, j'ai pas d'autres mots. Là, il y a le patron de l'OMS. Un des dirigeants de l'OMS, il a dit, je l'ai vu sur une télé espagnole, il a dit,
parce qu'il y a un des vieux qui a débarqué sans masque. C'est ça. Et le directeur de l'OMS a dit, oui, mais il pouvait pas porter de masque FFP2 parce que il a plus de 70 ans, c'est 70 ans. inconfortable. Je dis, mais on en a rien à battre que c'est inconfortable. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment ils prennent tout ça à la légère et en même temps ils nous imposent des règles complètement absurdes où on n'a pas le droit de mettre un pied de travers. Le paradoxe du pompier pyromane. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. Du CNRS finançant des thèses controversées au débat sur le vivre ensemble dans les jeux vidéo. Là, j'en cite un, Civilisation 7. Oui. Comment voyez-vous l'infiltration idéologique dans la culture populaire et la recherche? Bah, c'est le symptôme de tout ce qui a donné par rapport à la wokisation qui vient des universités américaines, qui s'est imposée du coup en France, qui a pris quelques années, mais qui maintenant est un peu passée de mode aux États-Unis, mais elle est encore très très forte. Et du coup en France, elle reste encore très très forte où il faut faire des études sur le vivre ensemble, il faut faire des études pour prouver que l'immigration n'est pas un problème, il faut faire des études. Et récemment dans les jeux vidéo, ce qui est catastrophique, là on a eu 3 jeux qui sont sortis coup sur coup là récemment, notamment je pense à Aphelion ou à Directive 8020, et un autre qui m'est sorti de la tête, mais les héroïnes, c'est des femmes noires, cheveux courts ou rasés, lesbiennes souvent, et c'est nul. En fait. Ils écrivent pas des personnages, ils écrivent pas des histoires pour que ça soit des bons personnages ou des bonnes histoires. Ils écrivent avec une checklist. Il faut pas qu'elle soit trop féminine. Faut pas être discriminatoire, donc une noire. Faut pas qu'elle soit trop féminine, donc cheveux courts. Faut pas qu'elle soit sexualisée, donc moche. C'est insupportable. Et donc en fait, ils créent des histoires. Fatigant, là, ouais. Ils font des histoires avec une checklist. Il faut pas qu'il y ait de microagressions. Il faut que ça rentre dans tous les trucs. Il faut avoir le quota de LGBT. Il faut avoir. Alors évidemment là-dedans, ça rentre dans le fait qu'il faut qu'il y ait au moins un blanc quarantenaire dans l'histoire, mais qui soit le méchant ou qu'il soit un peu toxique, un peu à gauche à droite. Il ne peut pas être le héros bienveillant à ce genre de choses. Et c'est fatigant au possible. C'est extrêmement fatigant. Et Psychodélique, en tant que créateur qui décortique l'actualité en direct, quel est votre regard sur la concentration médiatique française et le rôle des influenceurs comme vous dans le paysage informationnel? Je trouve que justement, ça résonne bien avec ce qu'il y a eu autour de la commission, autour de France Télé. Pour moi, France Télé, c'est un gâchis absolument total qui coûte 4 milliards d'euros par an. Vous faites référence à Charles Lalonde. C'est ça, avec Charles Lalonde et tout ça. Pour moi, on devrait totalement fermer France Télévisions au bout d'un moment. C'est une catastrophe. Quand il y a Delphine Ernotte qui te dit on n'est pas là pour représenter la France comme elle est, mais comme on voudrait qu'elle soit. Ça, c'est de la dictature. Enfin, Poutine aurait dit ça. Tout le monde serait vent debout en mode Beyblade. C'est scandaleux, la liberté de la presse et tout. Mais quand France Télévisions le dit, et que c'est des valeurs bien à gauche, là c'est bien. Et c'est une catastrophe, parce qu'ils ne font que répéter et faire le perroquet de ce que le gouvernement veut dire, ou de ce que la doxa ou l'idéologie principale veut dire maintenant. Moi, ce que j'aime bien justement avec les créateurs de contenu, les influenceurs ou les journalistes 2.0, comme l'appelle Elon Musk, c'est qu'on garde notre liberté de ton. On est inféodé, on va dire ça comme ça. Alors pas tous, hein, évidemment, il y en a, ils prêchent pour leur paroisse, d'autres prêchent pour leur paroisse, mais il y en a la plupart... essaye de faire le pour et le contre, de regarder un peu à gauche, à droite, et surtout cette liberté de ton, on peut dire ça en fait, on a envie de le dire, on a envie d'en parler, et cette liberté d'expression a totalement disparu sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, il faut surtout pas parler de ça, là si tu abordes ça, il faut surtout pas parler de ça. Récemment, il y avait un extrait France Télévisions, où il y avait une des candidates sur un jeu télévisé qui disait « Ah oui, j'ai fait mon chemin de croix », et l'autre dit « Ah non, chemin de croix, non, mais aussi le croissant », on en vient à ce niveau-là. Oui, je sais plus c'était quel truc, mais on en vient à ce niveau-là où la moindre rappel à de la chrétienté ou quoi, il faut dire non, vite fait, non, islam et tout le bazar. C'est hallucinant. C'est catastrophique. Et du coup, oui, cette liberté de parole qui arrive sur les réseaux sociaux par des personnes comme moi ou d'autres, ça fait un bien fou. Et ça permet aussi aux gens de dire, il y a enfin des gens qui parlent un peu à gauche, à droite. Et ça leur permet de moins péter un câble aussi. Et en 1 minute, Psychodélique, quel est selon vous, ça passe vite, le plus grand risque pour la France dans les années à venir, c'est-à-dire démographie, sécurité, économie, liberté d'expression? Et surtout, est-ce que vous avez un message d'espoir ou d'action pour les auditeurs, vos auditeurs? En 1 minute, ça va être rapide.
Pour moi, aux États-Unis, il y a eu Trump, il a des problèmes. Enfin, il a aussi fait des trucs un peu bizarres. Mais pour moi, Trump a un peu sauvé l'Occident et les États-Unis par la victoire par rapport à Kamala Harris, qui est une ultra woke, qui aurait vraiment poussé le wokisme comme un tsunami sur le monde entier, qui aurait été une catastrophe. En France, ça va être pareil. En 2027, si Mélenchon passe, Mélenchon ou quelqu'un de son équipe passe, ça va être une catastrophe. Si c'est quelqu'un du centre, ça va être une catastrophe. Et pour moi, ça va être la fin de la justice, la fin de la police, ça va être vraiment la purge. Bah, est-ce qu'on ne le voyons pas déjà un peu à Saint-Denis? C'est ça, on voit déjà un peu à Saint-Denis. Totalement. Eh bien, écoutez, Psychodélique, malheureusement, nous arrivons, c'est passé vite, au terme de cet échange voilà, sans concession. Hein. Merci à vous, Psychodélique. Un grand plaisir. Et comme d'habitude, pour votre franchise, votre clarté et ce refus constant de la pensée unique, vous avez une nouvelle fois démontré pourquoi votre voix compte dans un paysage médiatique souvent verrouillé. Et face au silence coupable, aux manipulations et aux illusions confortables, l'esprit critique reste notre meilleure arme. Donc à tous nos auditeurs, ne laissez personne penser, on l'a bien entendu avec Psychodélique également, à votre place, informez-vous, débattez, agissez. Ça devient une urgence. Le courage intellectuel n'est pas une option, c'est une urgence. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sans hésiter. La parole libre ne survit que par sa diffusion. J'espère à bientôt. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, chers auditeurs, de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.